Bonjour et bienvenue à une autre émission de Équilibre tes relations. Et aujourd'hui, je reçois Roxane Gervais. Bonjour. Bonjour. Directrice de l'organisme de diversité 02. Oui. Mais aussi une ancienne travailleuse de rue. Oui. Pendant plus de 12 ans. Exactement. Et aujourd'hui, je te reçois, parce que je t'ai déjà reçu pour parler plus de diversité 02, mais aujourd'hui, à moins que tu m'apprennes que ça se fasse aussi partie des volets de diversité 02, mais on va parler d'exploitation sexuelle. Oui. Est-ce que vous couvrez ce diversité 02? Est-ce qu'il couvre aussi en termes de services? Oui, effectivement. Okay. C'est un service qui est couvert par Diversité 02. Okay. En termes d'exploitation sexuelle, on a une formation qui est spécifique sur les violences sexuelles en contexte LGBT parce que il y a des particularités très spécifiques pour les gens de la communauté qui vont vivre des enjeux en lien avec des violences sexuelles, de l'exploitation sexuelle. Donc, on a déjà un mythe là, ici. Là. Est-ce que c'est vrai qu'il y a plus d'agressions sexuelles dans la communauté LGBTQ+, que dans la communauté non LGBT? C'est super dur à répondre à cette question-là parce que statistiquement, est-ce que les gens des communautés vont porter plus plainte ou moins plainte? Est-ce que les gens qui sont pas de la communauté de la diversité, c'est tout le temps, les statistiques qu'on a, c'est en termes de nombre de personnes qui vont soit porter plainte ou qui vont rencontrer quelqu'un pour dénoncer. Puis quand tu portes plainte, on te demande pas ton orientation non plus? Pas nécessairement. Puis il y a aussi l'enjeu que quand tu portes plainte ou quand tu décides de porter plainte ou de ne pas porter plainte, il y a plein d'enjeux là, pour les gens de la communauté d'aller vers ça. Et il y a un enjeu de déconstruire les mythes de qu'est-ce qu'une agression sexuelle pour les gens de la communauté. Fait que des fois, possiblement que les gens ont vécu des agressions, tout le long. mais qui savent qui n'ont pas pris conscience. Donne-nous des exemples, s'il te plaît, d'enjeux entourant le fait de dévoiler ou de porter plainte ou pas quand je suis dans la diversité. Bien, au niveau de la diversité, si on prend, j'ai plein d'exemples qui me viennent en tête, mais si on prend des enjeux, déjà, au niveau des communautés LGBT, il y a beaucoup de polarisation, il y a beaucoup de préjugés, il y a beaucoup comment je pourrais dire ça? Il y a beaucoup de mythes, en fait, qui relient ça. Ouais. Fait qu'une personne LGBT qui décide de porter plainte, elle se dit avant de porter plainte, pas tout le monde, mais elle peut se dire, est-ce que je vais porter préjudice à ma communauté en parlant de situations vécues? Fait qu'il y a cet enjeu-là qui peut être là. Au niveau des relations avec les policiers ou avec les services de police, nous, ici, en région, on a des bonnes relations avec les services de police. Ils sont très compréhensifs. Je suis contente d'entendre ce que tu dis. Oui, mais il y a d'autres régions où c'est pas le cas, où historiquement, il y a eu de la persécution qui a été faite envers les communautés. Puis ça crée aussi un bris de confiance envers les services qui est dur à remettre en place. Fait que ça peut être une autre raison. Il y en a déjà aussi. énormément dans le système de justice par rapport aux femmes, là, à la base. T'sais. Puis là, fait que là, si on en rajoute en plus toute la diversité, moi, j'ai lu des affaires dans des jugements que j'étais comme, je peux pas croire que je lis ça. Puis, heureusement, les services de police tendent à changer la formation. Oui, exactement. Il y a une volonté de. Exactement, mais il y a des gens qui vont rester avec cette crainte-là de ne pas être crus, que leur plainte ne soit pas prise. Fait que, il y a cet enjeu-là qui peut être là. Oh. Puis, il y a tous les enjeux qui est typiquement aussi masculins, si on veut. Donc, un homme, tous les préjugés que les gens ont envers les hommes. Les hommes sont toujours prêts, les hommes... un homme, c'est pas une victime. Les hommes ont... Mais mettons dans la communauté gay, c'est comme le mythe de comme les gays veulent tout le temps. Mais non, c'est quoi cette affaire-là? Exactement. Fait que quand tu rentres dans ces préjugés-là, puis tu es une personne de la communauté, tu t'identifies comme un homme, tu as des relations avec un homme, puis un soir, ça ne te tente pas, mais finalement... ça arrive quand même. Puis toute l'espèce de pression sociale aussi que les hommes peuvent vivre par rapport au fait de dénoncer une agression sexuelle par un homme en termes de lien avec leur orientation sexuelle. Fait que il y a plein de choses qui rentrent en compte qui fait que c'est vraiment dur de répondre à ta question de base. Absolument. Qui est, est-ce qu'il y a plus d'agressions sexuelles dans les communautés LGBT? C'est dur à dire. Ce qu'on voit par contre statistiquement actuellement, qui est un phénomène qui est, je dirais pas nouveau parce qu'il est là depuis quand même quelques années, mais avec l'augmentation du sentiment de liberté que les gens vivent en lien avec leur identité de genre. On voit des personnes trans, des femmes trans qui vont être plus à l'aise de vivre leur identité, mais qui vont subir
plus de violence. Ça, c'est un chiffre qui est là. Je peux pas te dire la statistique spécifiquement, mais les femmes c'est pas nécessairement de la violence sexuelle, là, c'est de la violence de toutes sortes. Surreprésentées dans la violence sexuelle, dans les violences de couple, dans les violences en général. Là. Fait que ça, c'est un chiffre qui existe, qui peut être là. Puis quand on parle d'exploitation sexuelle, j'aimerais ça qu'on fasse un peu le ménage dans certains termes. On pense, exploitation sexuelle, on peut penser à travail du sexe, puis on peut penser à la prostitution. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est trois choses différentes? Qu'en est-il? Bien, quand on va parler d'exploitation sexuelle, c'est comme un terme parapluie. Donc, c'est un terme qui va englober tout ce que tu as en tête en termes d'action sexuelle. Fait que ça soit travail du sexe, que ça soit la prostitution, que ça soit escorte. Tout ce qui a des... Danseuse. Tout ce qui touche de près ou de loin l'industrie du sexe. Si oui, c'est ça, OK. On peut y aller plus largement avec l'industrie du sexe. Puis quand on parle d'exploitation sexuelle, c'est qu'on parle d'une personne qui va faire des actes sexuels en échange d'une rétribution, pas nécessairement monétaire. Non, donc, ça peut être un échange de protection, de logement, pour manger, d'avoir accès à un poste. Puis que la personne, c'est sous la contrainte ou plus ou moins sous la contrainte. Plus ou moins sous la contrainte, je ne suis pas sûre de comprendre. C'est qu'en fait, la contrainte, ça peut être différente d'une personne à une autre. T'sais, quand on va parler de contrainte, on va parler de contrainte physique des fois. T'sais, la personne se fait tenir. Puis... Mais dans l'exploitation sexuelle, il y a beaucoup d'enjeux aussi qui sont psychologiques, où la personne va vivre beaucoup de violences psychologiques, de violences économiques, de toutes les autres violences. Puis en termes d'exploitation sexuelle, c'est que la personne est amenée vers des actes qui font... Je comprends. Elle a l'air d'être d'accord, mais elle ne l'est pas nécessairement. Elle peut l'être sur le coup, mais quand on regarde plus avec un pas de recul, plus de façon macro, on peut voir que la personne, il y avait des enjeux qui fait qu'elle avait des dettes. Elle s'est fait mettre dehors de chez ses parents. Elle est en fugue, si on parle de plus des jeunes. Au niveau adulte, n'arrive pas à se trouver un emploi, pas capable de payer son loyer. Fait que oui, la personne va peut-être faire un choix conscient d'offrir un service sexuel, mais quand on regarde en arrière, tous les enjeux qui peuvent faire que ça va être ça son dernier choix, c'est là qu'on va parler d'un choix, pas de choix, ou le choix du moins pire des choix. Genre, je vais perdre mon loyer ou je vais faire une fellation à mon propriétaire, puis je vais avoir un mois de loyer de plus, je ne serai pas dans la rue. T'sais, les deux choix sont pas terribles. Mais entre être dans la rue ou faire une fellation, la personne va faire la balance décisionnelle, puis va se dire, je vais aller vers ça. Qu'est-ce que c'est tant un choix désiré ou c'est le moins pire des choix? Puis, je le sais que c'est très... C'est une personne privilégiée comme moi qui aurait tendance à dire, moi, j'aime mieux me ramasser dans la rue, mais en même temps, c'est parce que c'est pas vraiment quand vrai, on est en probablement. Mode survie, on ne sait jamais comment on va réagir. C'est ça l'affaire, en fait. Le mode survie. Parce que dans mon cerveau, il y a quelque chose qui se dit que je serais probablement pas réellement dans la rue. Versus que si j'ai déjà été dans la rue, je sais c'est quoi la rue. Puis là, si j'ai un logement. Ou ça dépend de tes obligations, si tu as des enfants, si tu as. Non, mais c'est à cause que je trouve que c'est trop facile, des fois, comme préjugé. Mettons, si on prend. Là, je veux pas rentrer dans l'itinérance, mais là, il y a un qui allait se trouver une job. T'as peu. C'est beaucoup plus complexe que ça. Fait que de dire, mettons, j'aime bien mieux. Je trouve que c'est facile de juger le choix des gens. De dire, il me semble que moi, j'aurais jamais fait ce choix-là. Attends un petit peu. Dans un contexte similaire, tu le sais pas. C'est qu'on sait jamais c'est comment les gens se sentent, c'est quoi les embûches qu'ils ont, c'est quoi leur histoire, c'est quoi leur bagage de vie, c'est quoi les risques qu'ils ont pris, c'est quoi les enjeux qu'il y avait à ce moment-là. Mais ça reste que dans tous les cas, une personne qui utilise des services sexuels d'une autre personne, on va parler d'exploitation sexuelle. De façon générale. Donc, la personne qui va payer pour le service, c'est elle qui exploite. C'est la personne qui va être exploiteur, mais ça peut être la personne qui va fait que tous les gens qui consomment de la pornographie... Qui vont vendre. OK, qui vont le vendre. OK. Ça peut être aussi la personne, un chum, un couple hétérosexuel, un homme et une femme. Ils vivent des enjeux financiers. Le chum dit, garde, on n'a plus le choix, sinon on va perdre la maison ou whatever. Faudrait que... tu vas faire quelques clients puis là, ils prennent cette décision-là conjointement. La femme fait des clients. La personne, le chum, le mari, devient une personne qui exploite. Ben oui.
la femme, dans ce cas-là, c'est une femme, mais ça peut être des couples de même sexe, il y a plein de variables Mais possibles. comment t'en viens à avoir ce genre de réflexion-là? Ben, c'est en mode survie, en fait. Parce que, tu sais, il faut démêler toutes aussi les mythes qui sont attraits à... Puis c'est ça qu'on veut nous vendre, comme quoi l'industrie du sexe, c'est beau, il n'y a pas de conséquences, tu fais de l'argent, tu rencontres des célébrités, tout va bien. Tu sais, ça, c'est le rêve qui est vendu, mais la réalité est tout autre. Les conséquences physiques, psychologiques sont là. Ben moi, je pense tout au non-consentement. Quand je pense à ça, moi, c'est à ça que je pense. Oui, c'est ça. Puis, si on peut, je pense qu'on peut faire une suggestion d'écoute de podcast. Là. Bien Il y a un podcast qui existe qui s'appelle Sugar Baby, Sugar Daddy, du glam au drame. OK, cool. Ça a été fait ici au Québec. C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Clémentine qui s'est fait vendre le Sugar Baby qui l'a fait. Puis là, Le Sugar Baby, pour les gens qui nous écoutent, dans le fond, c'est lorsque un Sugar Daddy, c'est une personne qui va m'engager, si on veut, pour que je sois... une accompagnatrice d'événements, pour aller au restaurant, pour... Et il peut avoir des échanges sexuels à la base. Oui, à la base, c'est ça. À la base. Puis cette jeune-là, qui a 18 ans, va raconter dans ce podcast-là tout ce qu'elle a vécu. Comment c'était au début, comment ça a glissé tranquillement pas vite, puis comment ça s'est terminé aussi. En drame. En drame. Fait que c'est du glam au drame. Vous comprendrez que ça se finit pas bien pour la personne. Mais elle va bien aussi expliquer tous les impacts qu'elle a vécu. Fait que si on revient, c'est qu'il y a beaucoup... C'est avec les vidéos, si on regarde aussi les vidéoclips, l'industrie du sexe, il y a quand même une partie qui est glorifiée, si on veut. Absolument, t'as raison. Pour les exploiteurs, les exploitants, les clients, c'est glorifié, mais... Il faut toujours se rappeler qu'il y a énormément de conséquences qui sont là pour les personnes qui vont travailler dans l'industrie du sexe, autant les personnes hommes, femmes, les personnes trans, toute personne, identité, orientation confondue, vont vivre plein d'impacts qui peuvent être à court, moyen, long terme. Ça dépend du temps aussi que les gens vont passer dans les milieux. Il y a un grand mythe qui existe aussi, je pense. Tu me dirais qu'est-ce que tu en penses, mais c'est qu'en région, ça n'existe pas. Ou en tout cas que ça existe moins qu'en grand centre. Qu'en penses-tu? Ben, c'est effectivement un mythe. Ce qu'on voit moins, c'est de la prostitution de rue en région. Il reste moins longtemps aussi, puis ils s'en vont. Ben, c'est quelqu'un qui va faire du racolage en rue. Mais je dirais qu'on le voit moins de façon générale au niveau de la province. Mais en région, il y a énormément de prostitution. Il y en a partout. Il y a de la prostitution, il y a des bars de danseuses, il y a des endroits spécifiques, il y a des maisons, des salons de massage. Tout ce qui existe ailleurs existe ici. Si les gens sont sceptiques, vous avez juste à aller le taper sur Internet, là, puis vous allez avoir une liste de personnes à contacter. Ça ne sera pas très compliqué. Puis ça existe. Ce qui est embêtant, c'est qu'actuellement, on voit beaucoup de personnes qui vont offrir des services sexuels qui ne viennent pas nécessairement d'ici, fait qu'ils vont être amenés ici pour offrir des services sexuels pendant une période donnée, puis ensuite, ils vont être déplacés. Fait que ça rend le travail des policiers beaucoup plus difficile parce que les gens sont en déplacement, les filles, c'est pas toujours les mêmes, les hommes non plus. Puis quand on discutait justement avec le service de police en lien avec l'exploitation sexuelle, eux aussi, ils nous confirmaient qu'ils voient de plus en plus de personnes, des femmes trans. Il y a un gros réseau qui est en train de se développer c'est toujours l'offre et la demande, on s'entend quand on parle d'achat de services. Il y a un gros réseau de demandes en lien avec les femmes trans spécifiquement. Donc, ça met ces gens-là, ces personnes-là, vraiment ultra à risque. À risque, sont vulnérables, oui. Oui, parce que souvent, les femmes trans vont avoir un réseau moins grand, vont avoir peur de dénoncer, vont accepter des choses qu'une autre travailleuse n'accepterait pas nécessairement. Donc, ils viennent être très, très, très en danger. Puis au niveau des clients, ce qu'on voit, c'est beaucoup de fétichisation de la femme, surtout si la femme trans n'a pas eu d'opération, donc elle a encore son pénis. À ce moment-là, c'est ça. C'est encore plus demandé. Puis, au niveau des clients, on va percevoir la femme trans comme pas une vraie femme. Là, je mets des gros guillemets, puis je veux pas... fait qu'on aurait le droit de faire des affaires que je ne serais pas une femme. Ça n'a pas de bon sens. Puis au niveau des femmes trans, ben, les femmes qui vont aller vers ce type de... Ça va être souvent parce que les femmes trans, ça aussi, c'est documenté, ont accès à moins de postes, vont gagner moins cher. Des fois, pendant leur transition, vont perdre leur emploi. Socio-économiquement, vont être
pas aussi, ça sera pas aussi facile pour elles. Des fois, vont perdre leur logement, vont avoir des augmentations, vont vivre beaucoup d'injustices. Mais aussi, faire une transition, il y a des frais reliés à ça, que ce soit des frais de maquillage, des frais d'achat de perruques, des frais, si par exemple, on veut aller vers une chirurgie, ben c'est des mois de convalescence, il faut être capable de payer son loyer, de manger, c'est pas nécessairement couvert. Fait que, tu sais, il y a des frais qui sont reliés aussi à une transition. C'est pour ça que tu parles, dans le fond, que c'est un choix non-choix. C'est ça. Fait que la personne va peut-être choisir de faire ça pour être capable d'atteindre son objectif qui est X, Y, Z, là, tout dépendant de la personne, mais les conséquences que la personne va vivre, puis tout ce qu'elle va voir, ça va rester imprégné en elle. Puis avant l'enregistrement, on avait une discussion un peu enflammée, justement, qui était, parce que là, je voulais qu'on aborde la question justement des OnlyFans, de ce genre de site-là, en fait, où est-ce que les gens ont vraiment l'air d'être d'accord, heureux, ça m'épanouit, ce choix de carrière-là. Et là, tu me challengeais un peu dans mon propos. C'est quoi l'envers, justement? C'est quoi qui... Bien, quand on parle de tout ce qui est des plateformes en ligne, OnlyFans, je pense qu'il reste le plus connu, fait qu'on peut comme utiliser ça comme exemple, parce qu'il est connu, les gens le connaissent. C'est sûr qu'il y a des personnes qui vont transférer leurs services physiques, si on veut, vers des services en ligne pour avoir le moins de contact possible physique avec les clients, pour venir diminuer le sentiment d'insécurité, le risque de violence physique aussi, le risque de pas être payé, le risque d'infection, grossesse non désirée, bref, on y va plus à large. Mais en ligne, tu sais, ces risques-là sont diminués, mais il y a d'autres risques qui apparaissent aussi, parce que là, le harcèlement peut quand même être là, la sextorsion, la revenge porn, donc... OK, qu'est-ce que la sextorsion et qu'est-ce que la revenge porn? C'est utiliser des images pour... il y a quelqu'un qui va venir utiliser, puis il va venir la réutiliser après. Ça, elle va venir utiliser une image, puis il va faire de la sextorsion, ça veut dire qu'ils vont extorquer la personne en disant, ben moi, je voudrais avoir ce service-là. Moi, je voudrais te voir en personne pour dire quelque chose. Moi, je vais... Ou sinon, j'envoie ta photo à tout le monde. J'envoie ta photo... oui, je comprends. Un peu cet échange-là. Puis quand on parle de... Revenge porn, ça, c'est plus en contexte de couple qu'on peut le voir. Mais c'est d'utiliser de la pornographie puis de la réenvoyer pour se venger. Les fameux sextos que t'envoies, là? Ça peut... Et que là, de manière, je les envoie finalement à toutes... Dans la sextorsion, c'est qu'on veut retirer de l'argent. C'est que donne-moi de l'argent, sinon je vais... Et ça, il y a beaucoup de prévention par rapport aux jeunes, n'est-ce pas? Oui, il y a de la prévention qui est faite dans les écoles au niveau des sextos, tout ça. Mais quand on revient au OnlyFans, c'est qu'il y a quand même des risques qui sont là, les photos, les vidéos, toute l'information reste quand même dans l'Internet. Le monde, là, dans le monde, dans l'Internet. Et c'est que les gens sont toujours poussés à aller plus loin en termes d'actes pour avoir des followers, pour avoir plus d'argent, pour vendre plus de comptes privés. Là. Je ne sais pas tous les détails et aboutissants du OnlyFans, mais ils peuvent aller plus loin dans leur pratique. Donc, dépasser des limites. Puis dépasser des limites. Et c'est qu'au final, quand on est sur un compte OnlyFans, est-ce qu'il y a quelqu'un derrière tout ça qui récolte l'argent? Est-ce que quelqu'un fait la publicité? Est-ce que quelqu'un met une pression pour aller sur le compte? Ça, c'est l'information qu'on n'a pas. Fait que ça se peut que non, ça se peut que oui, mais ça, on l'a pas. Puis les conséquences d'avoir fait un compte OnlyFans vont être différentes parce que tu n'auras pas eu de personne qui va t'avoir fait une menace ou une relation sous la contrainte nécessairement, mais tu vas avoir d'autres conséquences d'avoir repoussé tes limites, d'avoir croiser des clients à l'épicerie, d'avoir des gens qui te reconnaissent parce que tu as fait ton OnlyFans. Donc, est-ce que c'est plus sécuritaire en termes physiques? Je pense que ça vient vraiment diminuer le stress que les gens peuvent vivre, mais il ne faut pas négliger qu'il y a des conséquences quand même qui sont là. Absolument. Puis, c'est toujours de se questionner, quand on ouvre ce type de compte-là, c'est quoi notre objectif derrière ça? Est-ce que c'est d'aller faire de l'argent? Parce que la majorité des gens. Est-ce que c'est vraiment de l'expression de ton art? Est-ce que c'est l'expression de l'art? Il y a plusieurs choses qui sont possibles. C'est quoi, dans le fond, Puis c'est que dans quel engrenage? Est-ce que tu es capable d'arrêter puis de continuer de vivre avec le même rythme de vie que tu avais quand tu avais ton OnlyFans? Puis tu sais, ça nous ramène beaucoup à des questions économiques Parce que c'est beaucoup d'argent en très peu de temps. Mais pour quelles conséquences? Exactement. À court, moyen, long terme. Exactement. Fait que tu sais, je pense que chacun peut prendre sa propre décision puis regarder avec quoi il est à l'aise de vivre.
Mais je pense que c'est bien d'avoir ce questionnement-là, puis de ne pas être juste dans la glorification du on est fan, puis tout va bien. Puis, non, absolument. Puis ça amène tout le questionnement aussi. Est-ce que cette personne-là, si elle était payée à sa juste valeur, est-ce qu'elle aurait besoin d'avoir un compte OnlyFans? Il faut avoir un peu de recul. En même temps, est-ce que tu aurais aussi un travail? Tu sais, des fois, c'est que j'ai aucune qualification, j'ai pas d'études, puis je fais des montants exorbitants par année. Demain matin, je ne vais plus faire ça. Ben c'est ça le pied dans l'engrenage de l'industrie du sexe, parce que ça reste que ça fait partie des différentes pointes de tarte de l'industrie du sexe. Mais une fois que tu as le pied dans l'engrenage, comment tu fais pour t'en sortir? En n'ayant pas d'impact psychologique, pas d'impact financier, pas d'impact relationnel. Sur ta propre sexualité aussi, en fait. Là. Sur ton niveau d'intimité que tu es capable de gérer. Sur les... C'est toujours de garder ça en tête. Puis après ça, une fois que les gens ont fait l'analyse, les exercices, ça se peut qu'ils décident quand même d'aller vers ça parce que ça reste que c'est la solution qu'ils trouvent qui est la moins de conséquences versus d'autres. Mais je pense que c'est important de diminuer l'espèce de tout va bien, puis de garder en tête qu'il y en a des enjeux puis qu'il y en a des conséquences. Comme même si ça... Mais en fait, ça reste le jeu de l'Internet aussi, là, dans le sens que ça a l'air de quelque chose, c'est comme un beau compte Instagram. Ça reste une plateforme de recrutement quand même. Là. Absolument, très facile d'accès. Est-ce que les gens vont se faire recruter pour s'en aller vers... d'autres choses. Ça, on ne sait pas. Absolument. Mais ça reste qu'en s'exposant comme ça, c'est un risque que les personnes prennent. Absolument. Ce que je me demande, que j'aimerais que tu puisses peut-être nous proposer comme public, comme parents, comment prévenir, comment aider. Ah, c'était fini? C'était fini. OK, t'as peu. T'avais l'air, hein? Mais c'est à cause que je trouve ma question, je le sais que ma question est comme large et précise à la fois. Mettons comme monsieur, madame, tout le monde, si je vois quelqu'un qui est dans l'industrie ou en tout cas qui est là, est-ce que je peux faire quelque chose? Puis dans un autre volet, si j'ai un enfant qui est là-dedans, jeune, qui est à risque, ou en tout cas, il y a comme deux façons, on dirait, d'avoir un impact, là, je me dis. Là, fait, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire? Bien, quand on parle plus des jeunes, des personnes mineures, déjà à base, il faut savoir que c'est illégal. Aucun jeune ne peut consentir à vendre quoi que ce soit qui a de son corps. C'est illégal. La consommation, tout. Fait que quand on a des jeunes qui sont à risque, c'est de miser sur la prévention, de miser sur l'éducation, sur le dialogue ouvert aussi, d'aller voir qu'est-ce que le jeune recherche à travers ça, qu'est-ce qui dans les influences, des fois dans les... Exactement, de s'intéresser aux jeunes, de connaître c'est quoi les applications qu'ils utilisent, c'est qui ses amis. Exact, oui. Tu sais, parce qu'on va beaucoup banaliser les téléphones cellulaires, les tablettes, mais d'avoir un intérêt, de questionner, puis c'est pas de rentrer dans la vie personnelle. Ben, c'est pas d'entrer dans la survigilance, mais d'avoir un intérêt, c'est bien, de se faire expliquer avec ces jeunes, de savoir, de connaître c'est quoi que ça veut dire être géolocalisé sur un téléphone. Est-ce que le jeune a des amis qui le géolocalisent? Comment lui vit ça? C'est d'être beaucoup dans la prévention. Puis comme on disait tout à l'heure, il y a quand même des programmes qui sont faits aussi dans les écoles. On a parlé de mon passé de travailleuse de rue. Il y a les organismes de travail de rue de la région sont quand même disponibles aussi pour accompagner les jeunes, répondre à leurs questions. Fait que c'est beaucoup d'être dans le questionnement puis dans la... C'est pas d'être dans la moralisation avec les jeunes, c'est vraiment d'être vraiment dans la discussion, dans l'ouverture de comprendre, effectivement. Il y a ça qui est important. Puis au niveau des adultes, en fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est que la personne qui va faire le choix, non-choix, d'aller dans l'industrie du sexe de quelque façon que ce soit, c'est que cette personne-là tente de répondre à un besoin. Donc, c'est de l'accueillir elle aussi, puis d'être disponible si la personne a besoin de parler, si la personne a besoin d'aide pour justement quitter le milieu, d'accompagner cette personne-là vers des organismes qui sont ici. Dans la région, il y en a quelques-uns. Il y a le Calax, il y a la maison d'hébergement à l'issue qui est là, les travailleurs de rue, comme on a dit. Fait que c'est toujours d'avoir une ouverture d'esprit, de comprendre que la personne vit une situation, est là-dedans. Puis ça se peut qu'au moment où elle est dedans, les impacts, elle n'en a pas. Qu'actuellement, on a parlé, la personne est dans « tout va bien, je fais de l'argent, moi je vois pas de problème », mais ça
inévitablement, à un moment donné, il va arriver une rupture, une situation de rupture qui va faire que la personne va se remettre en question. Puis c'est à ce moment-là que c'est important d'être là pour l'accueillir, puis d'être capable aussi de la référer vers d'autres ressources. C'est vraiment pertinent. Ça veut donc dire qu'il faut que je respecte son choix pendant ce temps-là. Ça me fait beaucoup penser des fois, en fait, avec une personne qui est dans une situation de violence conjugale, tu sais, puis que t'es son proche, puis que t'as comme le goût de dire, ben voyons, tu sais, ça sert à rien de mettre de la pression pour que ça sorte, pour qu'elle sorte. Il faut qu'on l'accompagne. Puis des fois, ce sera peut-être pas nécessairement au moment où est-ce que toi, tu perçois que c'est le bon moment. Exactement. C'est ça qui est des fois pas facile pour les proches. Non, c'est ça. C'est pas facile pour les proches. Puis le cycle de l'exploitation sexuelle ressemble quand même beaucoup au cycle de la violence conjugale. Il y a une période de lune de miel, il y a une période de remise en question. Absolument. Il y a une période de situation de crise. Mais la situation de crise pour la personne n'est pas nécessairement la même que pour la personne aidante ou le proche, mais c'est d'être là, de pas mettre fin, ou en tout cas, d'essayer de maintenir les liens avec la personne pour quand elle va être rendue à Oui, parce que si tu as coupé les liens avec cette personne-là, puis là, 2 ans plus tard, elle est mal prise, puis que là, elle est prête, puis qu'elle a dit, ben là, j'appellerai pas ma mère, elle m'avait déjà coupé les ponts, tu sais. Je comprends que c'est pas facile, mais en même temps, au moment où est-ce qu'elle va être prête, est-ce que tu veux être là? Tu sais, oui, puis ça, je dirais que c'est très... je veux dire du cas par cas, ou comment les gens vont gérer leur relation. C'est pas évident. Puis, tu sais, on peut pas non plus dire à un proche qui vit énormément de choses de maintenir un lien qui va l'amener dans plein de situations de détresse. À sa propre détresse, oui, c'est ça. Mais l'important, c'est de savoir que quand la personne va être prête, il faut qu'elle ait des options. Fait que si c'est pas un proche, est-ce que ça sera un intervenant? Est-ce que ça sera une ressource? À travers, puis on va terminer là-dessus, Roxane, à travers le Québec, on peut contacter les organismes, les CALAX. Oui. Ici en région, les CAVAC aussi, qui sont les aides aux personnes victimes de violences ou d'actes criminels. Absolument. Les CAVAC. Ensuite, il y a des organismes qui sont plus spécialisés en termes d'exploitation sexuelle ou de travail du sexe, de prostitution, peu importe le terme que les gens vont utiliser dans leurs offres de services. Puis, ici en région, on a un nouvel organisme qui est en train de se mettre en place, qui a des services spécifiquement, qui s'appelle la Maison d'hébergement L'Issue, qui a une mission très, très, très spécialisée en termes d'exploitation sexuelle. Donc, pour les personnes qui sont actuellement dans l'industrie du sexe, qui veulent en sortir, qui veulent rester, mais qui veulent avoir de l'aide. Donc, c'est une ressource qui est là aussi en région pour ces personnes-là. Génial. Merci énormément, Roxane, d'avoir été avec nous. Ce sujet-là est méconnu, ou en tout cas, comme tu dis, il y a beaucoup de déni autour. On dirait qu'on veut... Mais c'est important d'avoir la discussion réelle pour éventuellement aussi pouvoir faire aussi une différence. Donc, merci énormément de ton partage et de ta venue à mon émission. Ça fait plaisir. Bye.